Alors, nous allons donc parler de donner, de recevoir, des organes, des éléments du corps humain, des tissus, du sang, aussi des gamètes. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion de parler de tout ça, mais en tout cas, nous allons en esquisser les grandes lignes. Alors certes, pour aborder ces notions de don et de consentement, les approches sont très différentes. Il y a plusieurs manières d'entrevoir les choses, mais nous verrons aussi qu'il y a un socle de valeurs communes sur lesquelles on se retrouve presque toujours, qui sont centrées évidemment sur le respect de la personne humaine et de sa dignité. Alors bien sûr, il y a les principes, et puis il y a leur interprétation, et c'est là que souvent les choses divergent, donc nous allons en parler. Alors c'est un débat qui est à la fois éthique, philosophique, juridique, psychologique, et nous avons de la chance parce que toutes ces sensibilités sont incarnées par nos invités ici autour de la table. Donc la discussion va un peu aller dans tous les sens, si j'ose dire, et nous vous invitons évidemment à y participer avec nous. Quand même, nous avons voulu y mettre un peu d'ordre, donc Jean-François Mattei, ancien ministre, ancien président du comité scientifique de ce forum, a proposé en guise d'introduction de nous définir ce qu'est le don et d'en donner les grands principes. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais juste vous donner une idée des portes qui vont s'ouvrir, puisque sachez que Madame Schenfield, au bout à droite, et Madame Margot Loire, la deuxième à gauche, vont aborder les aspects plus juridiques du sujet. Ensuite, nous avons à cette table un donneur et un receveur, Monsieur Baudelot et Madame voilà, ce qui est sûr, c'est que leur histoire n'est sans doute pas étrangère, leur histoire personnelle, je veux dire, n'est sans doute pas étrangère à l'engagement qu'ils ont pris depuis, à l'investissement de tout ce qu'ils font pour tout ce qui tourne autour des maladies du rein. Ils nous parleront de leur expérience, de ce qu'ils font. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et enfin, Madame Pucheux, qui est ici à ma gauche, parlera des enjeux plus psychiques, puisqu'elle est psychologue clinicienne et qu'elle reçoit de nombreux patients, donneurs et receveurs, qu'elle reçoit parfois ensemble. Nous en parlerons avec elle après. Et je n'oublie pas notre grand témoin, Philippe Boillat, à ma gauche, directeur des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Et c'est d'ailleurs au Conseil de l'Europe qu'a été élaborée la Convention des droits de l'homme et de la biomédecine, dite la Convention de bioéthique, et son protocole additionnel relatif à la transplantation. Voilà, nous l'interrogerons sur... il nous donnera son sentiment sur les réflexions des uns et des autres et nous livrera ses interrogations. Et voilà, le Conseil de l'Europe me ramène finalement à Jean-François Mattei, qui... en tant que député à l'Assemblée nationale, mais aussi au Conseil de l'Europe, a participé à l'élaboration de cette fameuse convention et de nombreux textes de loi relatifs à la bioéthique. Monsieur Mattei, vous avez la parole. Bien, merci d'avoir accepté ma proposition. Je ne voudrais pas entrer de plein pied dans le vif du sujet, qui sont, si j'ai bien compris, les dons d'organes ou de produits du corps humain. Je voudrais simplement associer mes deux fonctions aujourd'hui, à la fois impliquées dans la bioéthique, mais en même temps impliquées à la Croix-Rouge française. Et ça m'amène sur la définition du don. Qu'est-ce qu'un don et quelles sont les caractéristiques d'un don? Alors d'abord, un don est un acte gratuit. Ça peut sembler évident, ça peut sembler un pléonasme même. On ne voit pas comment on pourrait parler d'un don payant, sauf à parler d'une roue qui serait carrée. Et donc ça va ensemble. Eh bien, pas tout à fait, parce que il faut nuancer. Par exemple, si je donne un verre d'eau à un jogger assoiffé qui tape à ma fenêtre, ce n'est pas un don.
Si j'aide une vieille dame à porter sa valise, je ne suis pas un bénévole en train de faire don de ma personne. En réalité, il y a don seulement quand un acte n'est pas payé, alors même qu'il ne serait pas choquant qu'il le soit. Par exemple, un bénévole qui est engagé dans un service de soins palliatifs, il est à côté de salariés qui font des choses à peu près semblables et qui, eux, sont payés. Et donc, le bénévole, il est engagé dans le don de lui-même. Donc, un don est un acte gratuit au sens où il n'est pas payé quand il pourrait l'être. Deuxième caractéristique, un don est un acte désintéressé. Le désintérêt est différent de la gratuité. Par exemple, si un groupe de musiciens donne un concert gratuit avec la préoccupation de mieux se faire connaître, ça n'est pas un don. Pas plus d'ailleurs si on fait un don entre guillemets avec un désir de réciprocité sur la base du donnant-donnant. Et ça n'est pas le cas non plus lorsqu'on pratique entre guillemets un don avec un souci de reconnaissance, une décoration, une médaille, un prestige. Et donc, il y a don seulement si derrière ce don, il n'y a aucun intérêt. Gratuité, désintérêt. Un don est un acte discret. C'est même un trait essentiel du don. On le trouve traduit à la fois dans l'évangile de Matthieu, mais aussi dans le Coran. Par nature, le don est différent de la publicité. Et donc, discrétion. Quatrième caractère, le don est un acte individuel. En quoi il se différencie de la bienfaisance? C'est une relation de personne à personne. Ça n'est pas une collectivité ou l'État qui peut faire un don, comme on le voit parfois de manière excessive dans la presse. Et d'ailleurs, comment une collectivité locale ou l'État pourrait faire don avec l'argent des contribuables? Donc, ça n'est pas un don. Le don, c'est une relation de personne à personne. On donne toujours pour quelqu'un, même si l'identité du bénéficiaire n'est pas toujours connue. Donc, un acte individuel. Cinquièmement, un don est un acte pertinent. Il est adapté. Il est adapté aux besoins du bénéficiaire pour lequel il est approprié. Et à ce titre, il est important de noter que la valeur d'un don est celle que lui accorde la personne qui va recevoir ce don. Je prends deux exemples. J'ai vu dans certains pays où on me faisait visiter les hôpitaux, dans mes activités Croix-Rouge, des remises entières pleines d'appareils de biotechnique, à savoir des électrocardiogrammes, des échographes, des pompes, de tout ce qu'on veut, sauf qu'on avait oublié qu'il n'y avait pas la maintenance, il n'y avait pas les pièces détachées, quelquefois même il n'y avait pas l'électricité, et que presque d'envoyer ces choses, c'était le mépris de la méconnaissance des besoins et des capacités des personnes à se servir de ce qu'on voulait bien leur donner. De même, après le tsunami, j'étais stupéfait devant un conteneur qui est arrivé plein de lainage et d'escarpins dans le Nord Sumatra. Et donc, le don, il est un acte pertinent, il est approprié. En clair, il ne peut pas être source d'encombrement pour autrui et c'est prévu par le Code civil. Le don est un contrat, il faut que le destinataire le reconnaisse, l'approuve et l'accepte pleinement. Enfin, sixièmement, un don relève d'un acte spontané. C'est un élan du cœur, c'est-à-dire qu'il n'est pas conditionné par le mérite de l'autre. Le don ne se mérite pas. Et on trouve la parabole du fils prodigue qui est très signifiante à cet égard. Le fils aîné revient à la maison après avoir dilapidé sa fortune et le père va tuer le veau gras. Et le deuxième fils s'indigne et ne comprend pas car il fait dépendre la générosité de la valeur morale du destinataire du don. Eh bien, ça n'est pas le cas. Et nous le vérifions aussi à la Croix-Rouge, on a les pires difficultés à obtenir des dons pour venir en aide aux détenus
On a la pire difficulté pour obtenir des dons pour les migrants. Les uns, ils l'ont bien cherché, et les seconds, ils n'avaient qu'à rester chez eux. Autrement dit, il y a dans cette application du don une valeur morale du bénéficiaire qui est évidemment inacceptable. Voilà les principales caractéristiques du don. Or, on voit bien que déjà, on pourrait faire surgir toute une série de questions, gratuits ou désintéressés, voire les déductions fiscales, les incitations fiscales. Elles jouent leur rôle, à tel point que quand on menace de les supprimer, nous pensons que les dons vont baisser. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une incitation qui n'est plus exactement dans le droit fil du don, de même d'ailleurs dans un domaine qu'on va peut-être aborder, pour les dons de gamètes, il n'est pas rare qu'on demande à un couple, surtout pour les dons d'ovules, de venir avec une donneuse potentielle qui donnera ses ovules, pas utilisés pour la personne qu'elle accompagne, mais pour d'autres. Ce sont des dons croisés et on voit bien qu'on n'est plus dans le gratuit ou totalement désintéressé. De même le système des donneurs de sang, qui pourtant en France est admirable, il est basé sur une certaine reconnaissance des mérites, avec des médailles, avec des diplômes. Et puis, enfin, depuis quelques années, les donneurs exigent une redevabilité de la part des associations qui reçoivent les dons. Qu'avez-vous fait de nos dons? On vous a donné, qu'avez-vous fait? Une sorte de rendu compte qui change complètement l'aspect gratuit et désintéressé. Et c'est tellement vrai aujourd'hui que la Cour des comptes en fait un point majeur dans le contrôle vis-à-vis des associations. Je vous ai dit spontané. Enfin, tout le monde sait que les appels à dons se font connaître par les médias, la presse écrite, la radio, la télévision, et que même un certain nombre de grandes opérations médiatiques comme le Téléthon ou le SIDAction font que ce que l'on donne à ce moment-là n'est pas véritablement spontané. On fait tout pour nous émouvoir, on fait tout pour nous forcer la main, on fait tout pour que la compassion l'emporte. On n'est plus tout à fait dans l'acte spontané. Enfin, individuel, c'est le problème du don d'une partie ou d'un produit de son corps, certes, je reprends un peu ce que nous avons dit dans les débats précédents. Pourtant, le corps n'est pas ma propriété, et comment puis-je donner ce qui ne m'appartient pas? La loi bioéthique a précisé le corps est indisponible, le corps est inappropriable, le corps est en dehors du commerce, et en fait, on voit bien que si l'on a entériné la notion de don d'organes, y compris dans la loi, c'est pour prévenir les possibles dérives de la marchandisation du vivant. Bref, ces évolutions, voire ces contradictions, conduisent à s'interroger rapidement sur les motivations du don. Pourquoi est-ce qu'on donne, finalement? Alors c'est un sujet épouvantablement difficile, car il existe toute une palette de motivations diverses. Par exemple, le désir d'une connaissance de soi qui ne peut s'accomplir que sous le regard de l'autre. Autrement dit, la rencontre avec l'autre est toujours une rencontre avec soi. Et Lévinas l'a très bien dit, c'est dans la relation à autrui que j'assiste à moi-même. Ça va en quelque sorte donner du sens à mon existence. On ne peut pas méconnaître cela, et ça a été argumenté par Auguste Comte, qu'on est étonné de voir sur ce sujet, lui qui est un positiviste, et qui dit clairement que finalement l'homme dans le don, il obéit à ce sentiment d'altruisme qui serait inné chez l'homme. L'homme a besoin de se relier aux autres, et donc l'altruisme est inné. Alors à cet égard, ça n'est pas tout à fait évident, car on voit bien qu'il faut sans arrêt stimuler la générosité des gens, l'altruisme des gens. Et d'ailleurs, ça m'amène à vous dire quand même un mot de notre société qui, évidemment, ça ne s'adresse pas à vous. Ça ne s'adresse pas aux quelques millions de donateurs de la Croix-Rouge, occasionnels ou pérennes, mais notre société est une société qui est devenue individualiste.
et elle a progressivement déculpabilisé complètement le désir de vivre pour soi. De plus en plus aujourd'hui, on a des comportements qui l'attestent et où il n'est plus blâmable de se préoccuper uniquement de son bonheur personnel. Moi, j'ai entendu des réflexions, alors naturellement, c'est la caricature, mais je ne suis pas l'abbé Pierre. Je n'ai pas écrit sur le front Mère Teresa. Et donc, dans une société où celui qui donne peut passer pour une poire, la société est mal partie. Et si vivre pour soi, et là je vous le dis parce que je l'ai sur le cœur, si vivre pour soi devient la norme, le bénévole devient suspect, le généreux doit se justifier. Je vous affirme que nous avons sans arrêt à justifier notre engagement bénévole, à justifier les dons que l'on nous donne vis-à-vis des contrôleurs des finances qui font bien leur travail, mais on cherche pourquoi, quand l'égoïsme serait la référence, ce que les généreux trouvent comme intérêt. Mais enfin, Monsieur Mattei, vous avez un intérêt à être président de la Croix-Rouge. Et on doit se défendre. La norme, ça n'est pas cela. Alors pour tempérer ce que je vous dis, et c'est ma conclusion, il faut se référer à Marcel Mauss, qui est le premier à avoir beaucoup théorisé sur le sujet en publiant le livre à 90 ans, en 1923, Essai sur le don. Et je crois que c'est lui qui avait raison avant les autres. Le don est un acte social. C'est-à-dire que ce qui paraît volontaire est en réalité le résultat d'une pression sociale du groupe. Et on comprend mieux les appels à dons, on comprend mieux les incitations fiscales, on comprend mieux que le don soit conditionné à certains thèmes, aux conditions. On va vous donner, mais combien vous dépensez en frais de gestion? Si vous dépassez telle somme, alors non, on ne peut pas vous donner. Donc cette espèce de contrôle, ce contrôle social, en fait, le don relève d'une organisation sociale et selon la thèse de Marcel Mauss, il y a don et contre-don. Je donne car j'espère recevoir si besoin. Et donc ce système est équilibré et je vais faire la jonction avec les dons d'organes ou les dons de produits du corps humain. Car en réalité, on dit qu'il est gratuit, mais c'est très coûteux. Car naturellement, la relation entre le donneur et le receveur, anonyme, cette relation est anonyme, est gratuite, non commerciale, mais derrière, il faut financer le coût des équipes, le coût des prélèvements, le coût des analyses, le coût de la conservation. Et au total, le don est gratuit pour le donateur et le receveur, il est coûteux pour la société. Mais si on mettait en avant l'utilitarisme économique, eh bien, ça saperait les bases symboliques de notre société. La société industrielle, économique et scientifique ne peut se suffire à elle-même. Elle doit être contrebalancée et complétée par les vertus de l'affectivité et par la capacité à donner de façon désintéressée. Le don est donc un devoir essentiel à la survie de notre société, car l'homme a besoin d'amour. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas le rôle facile parce qu'évidemment, nous pourrions tout de suite engager la discussion sur ce qu'a dit M. Mattei, mais nous allons essayer de nous y tenir à ce que nous avions prévu et ouvrir d'autres portes et après, tous les débats seront permis. Donc, je me tourne vers Françoise Schoenfield, qui est franco-britannique, qui a donc déjà un aperçu de comment se passent les choses dans deux pays. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu, parce que je ne suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde, justement, de ce qu'on appelle cette grande classification de opt-in et opt-out, c'est-à-dire le consentement présumé ou explicite. Le premier oblige à ce que la personne ait donné son consentement de son vivant pour qu'on lui prélève des organes. Le consentement présumé, qui est le cas de la France, s'il n'y a pas eu
d'indications précises données du vivant de la personne, on peut prélever tout ce qu'on veut. Oui, je vous remercie. C'est un peu difficile de passer de l'amour au droit, mais je vais faire de mon mieux pour que ça soit au moins compréhensible. Et d'ailleurs, je dois vous dire que j'aime énormément le sous-titre de cette session, à chacun son entendement. Ce que nous entendons, je ne suis pas seulement juriste, je suis médecin. Et en fait, ma spécialité, c'est l'assistance médicale à la procréation. Donc, je me permettrai de parler un tout petit peu du don de gamètes et du don d'embryons. Mais en tant que médecin, ce que mon patient entend, c'est l'essentiel, parce que je ne peux pas obtenir le consentement de quelque patient que ce soit sans lui avoir expliqué. Légalement, son consentement ne sera pas valable. La clé du consentement est l'explication, l'information que je lui donne. Et cela va si c'est une seule personne ou un organisme qui s'occupe de coordonner les dons, quel que soit le système, c'est l'essence du consentement. Donc il est très très important que les gens comprennent d'où nous venons. Bien sûr, l'altruisme, je dirais, l'amour et l'altruisme d'une personne ou d'une société sont l'essence du don. Et dans la plupart des pays européens, les lois qui diffèrent sont fondées sur un altruisme sociétal que le droit appellera la justice. Ça peut être une justice avec un grand J, donc la justice du juriste, mais c'est une justice au point de vue éthique. Il ne s'agit pas seulement de faire du bien à nos patients et le moins de mal possible, et on doit penser aux donneurs maintenant qui sont des donneurs vivants, qui prennent un risque que bien sûr un donneur mort ne prend pas. On doit aussi respecter l'autonomie du patient, parce que le temps du paternalisme est terminé. Le médecin qui vous dit « ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai plus tard » ou « ce n'est même pas la peine de vous expliquer », notre devoir est en fait de responsabiliser tout un chacun puisqu'il puisse aussi dire non. Il n'est pas obligatoire de dire oui. Bien sûr que nous aimerions avoir beaucoup de oui, que ce soit le système français, qui est un système qu'on appelle en anglais opting out, c'est-à-dire que tout citoyen que vous êtes dans cette salle, vous êtes présumé ne pas avoir donné un consentement parce que l'information, toute la société française doit savoir que à votre décès, on peut prendre vos organes, à moins que quelqu'un de très proche de vous ne dise « non, 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 cette personne n'avait pas compris » ou « je m'y oppose ». Donc la famille compte au moment, c'est un moment toujours très grave et douloureux, quand dans l'urgence ou dans la maladie, il s'agit pour la famille de faire son deuil et aussi de penser à peut-être faire quelque chose pour la société qui l'entoure. Et en Grande-Bretagne, c'est le contraire. Les citoyens britanniques peuvent donner leur nom sur un registre. Il y a pour l'instant 18 à 20 millions de citoyens qui ont mis leur nom sur ce registre. Et c'est très facile, on va sur le web, où quand on renouvelle de nombreux papiers importants, on peut le faire en même temps, comme le permis de conduire. C'est extrêmement facile, mais c'est un consentement qui est tout à fait différent. Et bien sûr, l'entendement, la compréhension est censé être là de par l'information qui est très présente sur des tas de sites, l'équivalent de l'agence de la biomédecine, qui est la Human Tissue Agency, l'agence des tissus, des sites médicaux, des sites pour les patients, des sites du ministère de la Santé. Donc, le consentement est censé être là, mais le procédé est différent. Alors, en pratique, pour être quand même un peu concret, il y a plus de donneurs décédés en France qu'en Grande-Bretagne, mais pour ne prendre que le rein, quand on regarde les chiffres, et on regardait cela tout à l'heure avec les chiffres que l'agence de la biomédecine a un tableau comparé, c'est pratiquement la même chose, parce que depuis 5 ans, la loi anglaise a changé et a permis une autre catégorie qui est le donneur vivant. Au début, le donneur vivant ne pouvait donner qu'à un proche, et le proche était défini par la loi. Épouse, conjoint, enfant, avec
jusqu'aux neveux et nièces, et 2 ou 3 ans après, ça a été encore élargi à ceux avec qui on avait un lien d'amitié profonde ou un lien psychologique extrêmement important. Dans ces cas, néanmoins, il y a une commission de la Tissue Authority qui vérifie que ces dons ont vraiment été bien compris, que les risques sont compris, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus risqué que de donner ses organes quand on n'est plus là. Donc ça, c'est une différence très importante, quoique le don entre vivants existe en France aussi, mais quand on regarde, c'est très facile de comparer la France et la Grande-Bretagne, vu que les populations sont pratiquement les mêmes. Donc on n'a même pas besoin de regarder le chiffre important qui est celui par million d'habitants. Quand on regarde le chiffre total, on sait que les populations sont similaires. Et donc pour le don du rein, on est un peu à égalité. Ce qui est intéressant parce que c'est 2 systèmes différents pour le rein. Bien sûr, il y a plus de dons de cœur en France. Donc ça, c'est un point important du point de vue droit. Tous les pays, la plupart des pays, pas l'Allemagne, mais la plupart des pays européens ont un droit. Et il y a aussi un droit supranational qui est bien sûr européen. Et dans cette spécialité, c'est une directive de la Commission européenne, qui est la directive sur les tissus, qui s'applique dans toute l'Europe. Comme vous le savez sans doute, toute directive européenne doit être intégrée dans la loi nationale dans les 2 ans. Et cette directive sur les tissus a des tas de paragraphes qui vous disent comment le faire, quelles sont les conditions pour vérifier qu'il n'y a pas d'infection transmise, etc. Mais ce qui est très, très important et pertinent pour notre débat, c'est un don. C'est un don, c'est-à-dire que c'est un don gratuit ou un peu compensé. On peut en parler tout à l'heure. Mais je voudrais terminer, ne pas prendre trop de temps parce que nous aurons, j'espère, beaucoup de questions. Parler un petit peu du système de don de gamètes, qui est aussi couvert par la même directive, des tissus, et qui doit être un don, contrairement aux États-Unis d'Amérique, bien sûr, où les compensations sont telles que souvent, dans des débats avec nos collègues américains, beaucoup d'entre nous Européens leur ont dit que ça n'est pas un don de spermatozoïdes ou d'ovocytes, c'est un achat, parce que la récompense est totalement disproportionnée. Donc ça, ce sont les points que je voulais introduire. La clé du consentement, information, information, information. Et pour que vous puissiez nous donner, à nous, praticiens, votre consentement, d'abord, vous devez être capable de comprendre ce que nous vous disons. C'est ce qu'on appelle la capacité de compréhension. Votre consentement doit être volontaire, c'est-à-dire pas de pression, pas de coercition. Et on peut bien sûr, de notre part, il est tout à fait normal qu'on sente un peu de pression si c'est votre fils ou votre femme ou votre mari qui a besoin d'un don, que ça soit une pression psychologique, mais c'est une pression sans doute positive, qui est liée à l'amour, comme le disait M. Mattei, mais certainement pas de la part de celui qui obtient le consentement, et elle doit être volontaire. Ça, ce sont les critères en droit, et ils se retrouvent sous d'autres adjectifs dans toutes les législations que je connais. Voilà, pour commencer. Pour commencer, oui. Je me tourne vers Margot Loire. Justement, Françoise Schenfield disait information, information, information. Je sais que vous avez rencontré des jeunes étudiants aussi. Est-ce que vous avez l'impression que les aspects juridiques, justement, qui tournent autour de ces notions sont connus? Et est-ce que l'information est suffisante? Et pensez-vous que peut-être la pénurie d'organes, parce qu'il en manque quand même, est due à un manque d'information? Alors, est-ce que vous savez ce qui se passe le 13 octobre de chaque année? C'est la journée européenne du don d'organes. Est-ce que vous savez ce qui arrive le 22 juin de chaque année? C'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs. Vous êtes tous dans cette salle concernés et nous sommes tous concernés par la question du don d'organes. Ça peut vous arriver d'avoir besoin de recevoir un organe. Ça peut également vous arriver d'être amené à en donner un de votre vivant ou une fois décédé. Mais pour tout ça, il est nécessaire que tout le monde soit informé. Il se trouve que j'ai des étudiants, et je leur ai posé la question la semaine dernière, de savoir si ils étaient donneurs d'organes ou pas. Et tous m'ont répondu, enfin la moitié de la classe m'a répondu « je n'en sais rien », et l'autre moitié de la classe m'a répondu « de toute façon, moi je suis contre, et je ne vois pas pourquoi j'aurais à dire oui ».
2 réponses extrêmement difficiles à entendre pour un juriste et en plus pour quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à la question du don d'organes. Sur la première réponse faite par les étudiants qui est « je n'en sais rien », l'Agence de la biomédecine fait un travail très important. Malheureusement, la Journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, chaque 22 juin, n'a pas l'air d'être réellement passée dans la connaissance générale. Il y a des sites internet très bien faits sur le don d'organes, sur je donne mon sperme, je donne mes ovocytes. Donc, à un moment, l'information vient à vous, mais c'est aussi à vous d'aller à la rencontre de l'information. Et je sais que dans cette salle, il y a beaucoup de jeunes, des classes entières qui sont venues, et c'est très important. Ça prouve aussi que vous êtes intéressés, parfois peut-être un peu contraints d'être là, je ne sais pas, mais en tout cas, gentiment intéressés. Et là-dessus, c'est à vous de faire la démarche finale. On met tous les outils possibles à votre disposition pour que vous puissiez faire un choix. On l'a dit, et je vais revenir dessus rapidement, la position française est de dire que vous êtes présumé consentant. Ça veut dire quoi en langage courant? Ça veut dire que si vous ne vous opposez pas à être donneur, on considère que vous êtes d'accord pour donner vos organes. Alors bien sûr, la pratique médicale intervient à un moment, c'est-à-dire que le jeune de 19 ans qui s'est fracassé en scooter sur la place Kléber contre un tram arrive à l'hôpital et l'équipe d'urgentistes, avec le coordinateur des greffes, tout le personnel médical formé pour la question de la greffe, va voir la famille et lui dit, et dit notamment à la mère, « Madame, est-ce que de son vivant, votre fils s'est prononcé sur la question de la greffe d'organes ou du don d'organes ?» En général, la personne qui pose la question aux parents a en face d'elle un moment de néant, ce qui est normal. Un enfant de 19 ans, ça reste son enfant, quel que soit son âge, on n'est pas dans le bon moment pour se poser la question. C'est pour ça qu'il faut se poser la question aujourd'hui, vous tous. Donc, l'équipe de prélèvement va considérer la réponse des parents comme la bonne réponse. On considère que si les parents disent « je m'oppose à la greffe d'organes » ou « je ne pense pas que mon enfant ait été d'accord pour donner ses organes », l'équipe ne prélèvera pas. Il n'y aura pas de don d'organes dans ce cas-là. En revanche, si la famille dit « je ne sais pas » ou « peut-être », il me semble qu'il était d'accord, dans ce cas-là, le don d'organes aura lieu. Et j'ai envie de dire tant mieux. Donc la question du don, elle est importante du point de vue du consentement. Vous êtes censé être consentant. Si vous n'êtes pas consentant, l'Agence de la biomédecine a mis en place des procédures, notamment la liste du refus. Vous allez sur Internet et vous demandez à vous inscrire sur la liste du refus. C'est une formalité qui est pour laquelle vous pouvez toujours vous rétracter. Vous avez le droit de changer d'avis et dire finalement, je pense qu'un jour, je pourrais donner mes organes. Donc il faut tous vous poser la question. Et pas seulement le 22 juin, pas une fois par an. C'est plus important que ça. Donc l'information est indispensable pour vous, et notamment pour les jeunes générations. Maintenant, le don reprend... On a parlé de la question du don. Il faut qu'il soit anonyme et il faut qu'il soit gratuit. On est bien d'accord que dans le cas d'un donneur vivant, souvent vous donnez pour un membre de votre famille. Donc le don n'est pas réellement anonyme. C'est un cas à part prévu dans la loi. En revanche, la gratuité... Alors, M. Mattei a parlé de la question du désintéressement. Enfin, le don doit être désintéressé. On reconnaît cependant une certaine latitude qui est de pouvoir indemniser les frais que cela occasionne pour le donneur vivant. Mais ce n'est pas une rétribution du don. Ce n'est pas une contrepartie non plus. Il se trouve que les donneurs les donneurs vivants ne viennent pas demander. On leur dit, voilà, vous avez droit à une rétribution, un remboursement de vos frais. Mais ce n'est pas un paiement. À aucun moment, ça n'est un paiement. Donc, don avec information, consentement, qui est anonyme et qui est gratuit. Je vais m'arrêter là. Vous reviendrez aussi, certainement. Donc, nous poursuivons notre petit tour de table. Je vais dire un mot
des deux intervenants, parce que je ne sais pas lequel va intervenir en premier. Je sais qu'ils ne veulent pas témoigner de leur histoire personnelle, mais je voudrais quand même en dire un mot, parce que je pense que l'expérience vécue souvent détermine beaucoup de choses par la suite. Donc, comme ils sont modestes et discrets, c'est moi qui vais parler pour eux. Donc, Christian Baudelot, vous n'avez pas hésité à donner un rein à votre femme lorsqu'elle a découvert qu'elle était atteinte d'une maladie du rein incurable, enfin, sauf avec la contrainte de la dialyse, et que le seul moyen d'arrêter les effets de cette maladie est une greffe d'organes. Et puis surtout, comme c'est une maladie génétique, votre femme connaissait très bien cette maladie pour avoir vu le calvaire vécu par sa propre mère et son père, victime collatérale, qui doit endurer ce genre de souffrance. Vous l'avez raconté d'ailleurs dans un livre, Notre greffe à nous, c'est ça, je me trompe pas ? Une promenade de santé. Une promenade de santé. Voilà, et Ivani Callier, quand vous vous retrouverez brutalement en dialyse, vous cherchez des informations sur Internet, vous n'en trouvez que très peu, vous êtes greffé en 2002 et vous promettez, vous décidez, pendant votre convalescence, de monter un site Internet d'information pour raconter ce qui vous est arrivé, ce qu'on peut faire. Et c'est le début sans doute de l'association Renalou, qui maintenant est très 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 visitée, est devenue vraiment une information majeure pour tout ce qui tourne autour des maladies du rein. Voilà, et vous vous occupez aussi tous les deux des états généraux du rein. Donc je ne sais pas qui va parler en premier, mais j'aimerais bien que vous nous parliez à la fois de votre expérience, de vos convictions, de vos attentes. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Voilà. Je vais vous surprendre, c'est-à-dire que je suis effectivement donneur vivant, mais je suis surtout sociologue, et j'ai en particulier, pendant plus de 30 ans, enseigné chaque année à mes étudiants l'essai sur le don de Marcel Mauss. Et je veux dire, donc, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Mais je commencerai par dire que la transplantation, puisque c'est de ça qu'il s'agit, du don d'organes, est une médecine de la transgression, puisque c'est une opération, une greffe est une opération qui consiste à prélever un organe vivant chez un mort, en général, pour remplacer un organe mort chez un vivant. Et dans ce cas-là, ça brouille les frontières entre la vie et la mort. Mais il y a d'autres transgressions, c'est-à-dire que la greffe avec donneur vivant oblige un médecin ou des médecins ou une équipe médicale à violer un principe constitutif de l'éthique médicale qui consiste à dire primum non nocere, surtout ne pas nuire, et mutiler un corps sain, c'est violer cet arrêt. Et dans les deux cas, la greffe viole la frontière qui distingue l'autre du soi, puisqu'on introduit une partie du corps d'un autre dans son propre corps ou dans un autre. Et donc, ça repose la question, à qui appartiennent mes reins, à moi, à la médecine, à la société, etc. Donc, on est dans le cadre d'une médecine de la transgression. Et le problème, c'est de savoir pourquoi. C'est-à-dire, quelle est la fin et quel est, je veux dire, l'objectif de toutes ces transgressions. Et c'est certainement l'objectif de la transgression et le sens qu'on donne à cet acte qui permet, je veux dire, à la fois de le justifier, de le développer. Et cet acte est très simple, c'est sauver des vies. Et on y réussit, en particulier dans le domaine du rein. Alors, dans ce domaine-là, et en réfléchissant à la fois sur l'acte du donneur vivant, moi, il m'a semblé qu'on parle sans arrêt de don d'organes, et le mot don d'organes est une sorte de... je veux dire, c'est la formule consacrée. Et autant je suis entièrement d'accord avec toutes, je veux dire, les définitions du don que vient de faire le professeur Mattei, enfin, je veux dire, il n'y a absolument rien à redire là-dedans. Moi, je me pose la question de savoir si la notion de don correspond, est véritablement appropriée à cet acte qui consiste à transplanter l'organe de quelqu'un dans le corps d'un autre. Alors, on a deux cas de figure, et je me référerai encore un mot là-dessus. On a deux cas de figure. On a la transplantation à partir
d'un organe prélevé sur une personne décédée. Bon, c'est le cas le plus fréquent en France. Et en France, on vit sous le régime de ce que vous avez rappelé du consentement présumé, c'est-à-dire qu'une fois mort, votre corps ne vous appartient plus, il n'appartient pas au vôtre, enfin à votre famille, il appartient, disons, à la société, à l'État, qui peut en disposer comme il l'entend. Avec beaucoup de nuances, c'est-à-dire que toutes les lois de bioéthique suivant la loi Caillavet de 1976 ont apporté des correctifs, c'est-à-dire que l'avis de la famille, le refus de la personne exprimé avant son décès, etc., sont toujours tenus en compte. Mais le cadre général de la loi, c'est le consentement présumé. Alors, dans ce cadre-là, si vous voulez, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un don? Bon, pas vraiment. Il y a un sociologue présent dans la salle qui a dit une fois que dans ce cas-là, le donneur est donné, c'est-à-dire que ce n'est pas lui, puisque très peu de gens s'expriment au cours de leur existence sur leur volonté de donner ou de ne pas donner. Et donc, ce sont les proches du patient qui donnent le donneur en quelque sorte, qui donnent leur accord ou le refusent. Et c'est toujours accepté. Bon, donc là, dans ce cadre-là, si vous voulez, on est dans une relation très encadrée par la loi et par l'État, et qui est très proche de ce qu'on connaît, d'une institution qu'on connaît, et qui est la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, ce n'est pas du tout dans le cadre du don, c'est-à-dire que chaque personne, chaque citoyen, si vous voulez, verse une cotisation, qui va à un organisme collecteur et central, qui le redistribue ensuite, et quand vous allez chez le dentiste, vous n'avez pas ni d'interrogation, ni de reconnaissance particulière sur la fraction d'impôt de la personne qui a payé votre couronne dentaire ou votre opération de l'appendicite. C'est-à-dire qu'il y a une redistribution. Et dans le cadre du donneur décédé, on est, je veux dire, socialement, je veux dire, dans le cadre d'une redistribution d'une ressource qui a été mise au pot, en quelque sorte, en général, avec une redistribution et des règles de redistribution qui sont réglées par l'État. C'est-à-dire, il y a une liste d'attente, il y a des priorités, il y a tout un ensemble d'algorithmes qui sont calculés par l'Agence de la biomédecine pour savoir lesquels sont prioritaires, qui sont dans les ordres, etc. Et c'est réglé. Donc là, si vous voulez, on ne peut pas véritablement parler de don. Et ce qui est important, et on va rejoindre beaucoup de choses qui ont été dites par le professeur Mattei, c'est que cette première loi Caillavet a été instituée en 1976 et Caillavet, Henri Caillavet, qui était franc-maçon, qui n'était pas du tout chrétien, a essayé d'expliquer dans des textes ultérieurs ce qu'il voulait. Alors d'abord, et quand je vous disais l'objectif, je veux dire, permet de justifier, de donner un sens à la transgression, il était frappé par la pénurie d'organes. C'est-à-dire que déjà, les listes en 1976 de donneurs, de demandeurs étaient très élevées. Et donc, ainsi, grâce à la greffe, je cite Caillavet, la mort avait à nouveau donné naissance à la vie. J'ai eu simplement l'idée d'inverser l'ordre naturel du consentement à la greffe. Je postulais la fraternité. En proposant la présomption du don, plutôt que d'être contraint de solliciter avec des résultats aléatoires l'autorisation d'un ou des membres de la famille de prélever un organe en vue d'une greffe, je demandais que, sauf refus explicite du défunt, le prélèvement sollicité par le docteur fût de droit. Pour moi, et là c'est très important, cette procédure, cette novation juridique devait exprimer le sentiment d'altruisme qui reste lové dans le cœur des hommes responsables et civilisés. En d'autres termes, il s'agissait d'illustrer la solidarité, sans laquelle nulle collectivité humaine n'est concevable. J'invitais donc le législateur à rejeter l'égoïsme pour lui substituer l'amour de son prochain, ce qui, à l'évidence, réclamait la gratuité du don d'organes et son anonymat, afin d'éviter d'éventuelles turpitudes véritablement mafieuses. Tel est l'esprit, si vous voulez, de la loi républicaine, votée en 1976 et reconduite dans ces principes-là à travers toutes les lois de bioéthique ultérieures. Et là, on est bien dans le cadre, si vous voulez, de Mauss, dans la citation qu'en faisait le professeur Mattei, c'est-à-dire les dimensions sociales. Bon, et là, vous remarquerez qu'il n'est pas question de don,
Il n'est pas question non plus de contre-don. Et la lecture de l'essai sur le don de Mauss, si vous voulez, elle est très riche et très compliquée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des tas de modèles de dons. Et le don, contre-don, etc., n'est pas... Enfin, c'est un cas particulier, mais je veux dire, il n'est pas complètement universel. Et en tous les cas, les formes du contre-don peuvent être extrêmement variées. Et ce qui est intéressant, c'est que Mauss, dès 1925, avait déjà l'idée d'une sécurité sociale dans nos sociétés. Il a développé ce principe-là. Donc, si vous voulez, ça se réfère plutôt à une solidarité de type sécurité sociale. Quant à la... J'en ai pour 2 minutes. Et quant à la catégorie, si vous voulez, de donneurs vivants, ça se passe dans le cadre familial, aujourd'hui, depuis la loi de 2011, avec des amis proches, mais on est dans le cadre de groupes restreints. Et dans ce cas-là, c'est une mutualisation. C'est-à-dire que quelqu'un a une ressource dont sont privés les autres de ce groupe qui est très intense et uni par des relations fortes, puisqu'il s'agit d'une relation familiale. Et à ce moment-là, ce n'est pas un véritable don, c'est une mutualisation. Et quand j'ai donné un rein à ma femme, le mot don, si vous voulez, on en a pas mal parlé, il ne correspondait pas du tout au sens qu'on donnait à l'acte. Et il y a des enquêtes remarquables réalisées aujourd'hui par l'Agence de la biomédecine qui interrogent les donneurs vivants sur le sens qu'ils entendent donner, enfin qu'ils donnent à leur acte, et le mot don apparaît très très peu souvent. C'est plutôt, si vous voulez, l'histoire d'une mutualisation. C'est un geste naturel, c'est normal dans un cadre familial de s'aider et de s'entraider les uns les autres. Voilà. Merci. Madame Caillé. Oui. Merci, je vais vous parler un peu de ce qu'on fait dans le cadre de l'association Oui. et des États généraux du Rhin. Donc, comme vous l'avez dit, initialement, Rénalou était plutôt un blog qu'un site web d'ailleurs. Les blogs n'existaient pas vraiment au début des années 2000, mais quand j'ai reçu le rein de ma maman, par rapport aux recherches d'informations que j'avais faites avant cette greffe sur Internet, avec peu de résultats, j'ai eu envie effectivement de créer un lieu sur Internet où on pourrait au moins déposer un témoignage de ce qui nous était arrivé, un témoignage positif. Donc, initialement, sur Rénalou, il y avait mon témoignage et celui de ma mère. Et puis, très vite, beaucoup d'internautes se sont retrouvés sur ce site. Un forum a été créé et au fil des mois et des années, c'est une véritable communauté de patients et de proches qui s'est retrouvée. Et l'association est née juridiquement en 2008, hein, donc quelques années après la création du site. Et très vite, une équipe s'est formée autour de cette association, dont Christian Baudelot fait partie. Et on a eu envie d'un engagement citoyen plus de l'ordre du militantisme pour tenter de faire progresser la situation des malades. Donc en quelques mots, quelle est cette situation aujourd'hui ? Quand on a une maladie du rein qui évolue jusqu'au point où les reins ne fonctionnent plus suffisamment pour que la vie soit possible, il existe 2 traitements, très schématiquement, qui permettent de rester en vie. Ces traitements sont la dialyse et la transplantation rénale. Ces traitements ne sont pas équivalents. La dialyse impose des contraintes très importantes, elle a un impact très fort sur la qualité de vie. Il y a différentes enquêtes qui ont été menées, qui ont montré que la qualité de vie en dialyse était extrêmement dégradée. Comparé à différentes maladies chroniques, c'est le traitement qui occasionne la plus forte dégradation, alors que quand on est transplanté, la qualité de vie retrouve un niveau quasiment équivalent à celui de la population générale. Ces 2 traitements ne sont pas non plus équivalents en termes de quantité de vie. La survie en dialyse est quand même assez fortement dégradée. La survie, tous âges confondus, la médiane de survie en dialyse, elle est de 5 ans. Alors évidemment, ça ne concerne pas des patients jeunes qui vivent beaucoup plus longtemps, mais néanmoins, la diminution de l'espérance de vie en dialyse, elle se retrouve à tous les âges. En greffe, la survie est très très nettement améliorée. Selon certaines études, elle est multipliée par un facteur qui est de l'ordre de 3 à 4. Et encore une fois, ce ne sont que des statistiques. Et puis, il y a une troisième différence entre ces 2 traitements, c'est que la greffe est sensiblement moins chère que la dialyse pour le système de santé. Une année de dialyse, ça coûte en gros 80 000 € à l'assurance maladie. Une année de greffe après l'intervention chirurgicale, la première année est à peu près équivalente. Ça coûte aussi 80 000 € parce que justement il y a l'opération. Au-delà de cette première année, on est à 20 000 €. Il faut savoir que les 3 000 greffes de reins qui sont réalisées chaque année en France font économiser à l'assurance maladie 900 millions € par an. Donc, Monsieur Mattei, le don n'est pas toujours coûteux et dans le cadre du rein, il est plutôt source d'économie.
En France, il y a à peu près 70 000 patients qui sont soit dialysés, soit greffés, c'est-à-dire qui sont en insuffisance rénale terminale. Ce n'est pas un très joli terme, mais des gens dont les reins ne fonctionnent plus et qui sont maintenus en vie grâce à des traitements que sont la dialyse et la greffe. Sur ces 70 000 patients, 55 000 sont dialysés, 45 000 sont transplantés. 55% sont dialysés, 45% sont transplantés. Il faut savoir que d'autres pays ont fait le choix de développer la greffe beaucoup plus tôt. Si on regarde ce qui se passe par exemple dans les pays nordiques et notamment en Norvège, où le choix de la greffe a été fait très tôt et où une véritable stratégie en faveur de la greffe a été mise en œuvre, notamment avec un très fort recours à la greffe de donneurs vivants, 70% des patients, tous âges confondus, sont transplantés. J'en reviens à des notions économiques. Si la France avait adopté la stratégie norvégienne, on diminuerait très très fortement le coût global de la prise en charge de l'insuffisance rénale terminale. Actuellement en France, les 70 000 patients qui sont traités coûtent 4 milliards d'euros chaque année à l'assurance maladie. Si on avait adopté la stratégie norvégienne, on descendrait à 2,3 milliards d'euros. Donc, dans le contexte où on se situe avec les enjeux économiques de la santé, je pense que ces arguments sont forts et ils s'ajoutent au fait que si on avait adopté cette stratégie, on aurait amélioré de manière extrêmement forte la qualité des soins et la vie des malades. Donc on a fait ces constats et on s'est demandé pourquoi en France on avait fait le choix finalement de privilégier le traitement le moins efficace, le plus douloureux pour le malade et le plus cher pour le système de santé. Et finalement, la réponse à cette question, elle est évidemment extrêmement complexe, elle est multifactorielle, et on s'est dit qu'il fallait qu'on œuvre pour essayer de changer les choses, pour améliorer le sort des patients. Alors, dans un premier temps, on s'est engagé au moment de la révision de la loi de bioéthique à travers d'un think tank qu'on a créé qui s'appelle Demain la greffe, et on a décidé de ne pas rester qu'entre patients et entre donneurs. On a associé à cette démarche des professionnels de santé, des gens qui œuvrent dans le domaine de la greffe, dans le domaine du prélèvement, des universitaires. Et pendant 2 ans et demi à peu près, entre 2009 et mi-2011, on a mené un certain nombre d'actions de l'ordre du lobbying pour faire en sorte que la loi de bioéthique devienne plus favorable à la greffe. C'est une action qui a bien fonctionné puisqu'on a obtenu notamment l'élargissement du cercle des donneurs vivants. Vous savez que depuis 2011, les amis peuvent donner un rein. C'était jusque-là strictement interdit. Et puis, on a aussi obtenu un certain nombre d'avancées dans le domaine de la protection des donneurs. Voilà, donc c'est plutôt quelque chose qui a bien fonctionné. Par rapport à ce qu'on a réussi à obtenir, on a décidé de s'engager dans une action qui est probablement un peu plus ambitieuse pour essayer d'améliorer la prise en charge et l'accompagnement des patients qui ont une maladie rénale en général. Et ce sont les états généraux du rein. Ces états généraux du rein, on les a imaginés de manière très large, c'est-à-dire que pendant une durée d'à peu près 18 mois, ils ont commencé en mars 2012, ils se termineront en juin prochain. On a réuni tous les acteurs, c'est-à-dire d'abord les patients et leurs associations, les professionnels de santé, les néphrologues et leurs sociétés savantes, mais aussi les urologues, les médecins de santé publique, un certain nombre de professions médicales, les diabétologues, etc. Tous les paramédicaux qui œuvrent dans le domaine des maladies rénales, les psychologues, les diététiciens, les infirmières, les assistantes sociales, et puis également un certain nombre de grandes institutions. L'Agence de la biomédecine participe activement aux États généraux du rein et on en est vraiment très heureux parce que le rapport est très précieux. L'assurance maladie, la CNSA, le Haut Conseil de santé publique. Et bon, pendant ces 18 mois, toutes ces personnes travaillent ensemble. Il y a eu une première étape qui a été d'interroger les malades. Donc on a lancé une grande enquête auprès des patients, à la fois des questionnaires papier qui ont été diffusés par les fédérations hospitalières dans les lieux de soins et aussi un questionnaire sur Internet. Au global, cette enquête elle est en train de se terminer et plus de 9000 patients se sont exprimés. Ils ne se sont pas juste exprimés en cochant des cases, ils se sont aussi exprimés en ayant une parole très forte, puisque les questions ouvertes qu'on avait prévues dans ce questionnaire ont été très très largement remplies. Et c'est une matière incroyablement riche qu'on est en train de commencer à exploiter et qui devrait permettre d'avoir une réelle image de ce que c'est que de vivre avec une maladie rénale, la dialyse ou la greffe. Dans un second temps, on a interrogé toutes les parties prenantes pour qu'elles nous fassent des propositions d'amélioration sur la prise en charge des patients et sur la manière d'améliorer leur vie.
Ça a donné lieu à une trentaine de contributions de différents organismes, associations de patients, sociétés savantes, etc. Et en ce moment, on est dans une phase de table ronde où on a identifié une dizaine de thématiques. Et à chaque thématique, on fait correspondre une journée de travail où on réunit une quarantaine de participants issus de l'ensemble des parties prenantes et on débat de manière à faire émerger à la fois des constats partagés et aussi des propositions d'amélioration. La dernière étape des États généraux du Rhin, ce sera en juin prochain, ce sera le colloque de restitution où on va dire tout ce qui a eu lieu, tous les constats qui ont été faits et où on va essayer de porter un certain nombre de propositions dont on espère qu'elles seront réellement à même de faire évoluer les choses et d'améliorer la prise en charge et la vie des malades. Merci beaucoup. Comme je vous le disais, leur histoire personnelle était le début d'une autre très longue histoire et d'un engagement hors du commun pour tout ce qu'ils sont en train de monter. Et bon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, le nombre de participants que vous avez aux États généraux montre bien que l'information est nécessaire et essentielle. Alors, je me tourne vers Madame Pucheux. Donc on va parler des enjeux psychiques, parce que médicalement, finalement, la greffe est maîtrisée. Est-ce que vous diriez que les enjeux psychiques restent peut-être les plus importants maintenant? Et qu'est-ce qui vous frappe le plus dans vos consultations? Alors, je voudrais dire qu'est-ce que je fais tous les jours. Oui. Depuis, donc, j'ai eu la chance, finalement, d'expérimenter les premières greffes cardiaque et pulmonaire, enfin cardiaque d'abord, c'est-à-dire de voir le vécu des gens au fur et à mesure que la médecine avançait, c'est-à-dire que les premières greffes, on se disait, est-ce que les patients vont supporter cet organe étranger, est-ce qu'ils ne vont pas devenir fous finalement, donc les médecins, toute médecine, si vous voulez, qui avance, finalement, elle part un peu dans l'inconnu, dans l'inconnu des réactions qu'auront les patients dans ces cas-là. Mais je crois que ce qui a été original dans notre approche à l'hôpital Broussais, donc d'abord, c'était d'inclure les psychologues et l'équipe de psychologie et de psychiatrie de liaison dans cette grande aventure pour finalement être observateurs. Et en même temps, on a découvert ensemble que finalement, au fur et à mesure que cette pratique devient, je dirais, standardisée, les patients la vivent globalement très bien, et qu'il y a seulement un certain nombre de patients pour qui ça va être plus compliqué. Et là, donc, je suis plutôt du côté des receveurs d'organes qui vivent, dans la majorité des cas, très bien cet organe étranger, finalement, qu'ils s'approprient. Et moi, je compare ça un petit peu à l'adoption. L'adoption, c'est-à-dire qu'on sait quand un enfant n'est pas son enfant biologique, mais qu'il est d'autres parents, il n'empêche que cet enfant devient mon enfant. Et on a vraiment le même processus un petit peu chez les receveurs d'organes, à savoir que leur organe, progressivement, ils l'approprient comme étant le leur. Donc ça me paraît important à souligner. Et je crois que ce qui est important à souligner aussi, c'est que ces patients ont des besoins psychologiques qu'il faut toujours avoir aussi en tête. C'est-à-dire que c'est pas une guérison, une greffe. C'est-à-dire que c'est pas un long fleuve tranquille. Il se passe pas mal de choses au cours. Alors il se trouve que j'ai commencé avec des greffés cardiaques, pulmonaires, mais aussi rénaux, et que là, étant en néphrologie surtout, beaucoup plus spécialisée dans les donneurs et receveurs de reins, entre autres, et je suis également beaucoup de patients en dialyse, greffés et rénaux, donc c'est vrai que on voit bien qu'une maladie chronique n'est largement pas un long fleuve tranquille, et que les gens apprécient en tout cas, dès qu'ils ont la possibilité d'avoir un mieux-être physique que leur permet la médecine, ils s'en accaparent. Et finalement, est-ce que c'est pas ça l'humanité, c'est-à-dire de pouvoir toujours proposer des traitements qui vont améliorer la qualité de vie des gens qui sont concernés. Donc je crois que là, il y a deux champs qui me semblent psychologiquement très différents. Le champ du don, où on va conserver, nous tous ici, comme l'a très bien dit ma voisine, à savoir que est-ce que nous tous, on a envie de donner ou de
prendre sa carte de donneur, est-ce qu'on serait prêt à donner une partie de nous-mêmes pour un proche qui est en souffrance, qui est en attente de quelque chose? Et là, je crois que c'est là où les facteurs psychologiques interviennent. Moi, je ne crois pas au don, à la gratuité totale du don. Certes, la gratuité marchande, mais je crois que la gratuité psychologique, pour ma part, elle n'existe pas. Nous sommes sans arrêt dans des relations de réciprocité avec les autres. Et ça, pour ça, Marcel Mauss l'avait bien noté, à savoir qu'on est toujours redevable de quelqu'un dans la vie, redevable déjà de ses parents, qui nous ont fait, avec le bon et le mauvais d'ailleurs parfois, mais en tout cas, il faut pouvoir leur reconnaître ce qu'ils nous ont donné pour pouvoir mieux vivre toute sa vie. On est sans arrêt dans nos relations, donc je pense que dans le don d'organes en particulier, c'est plus celui que je connais, quand on regarde quelles sont les motivations des donneurs, en tout cas à prendre leur carte de donneur, c'est-à-dire le jour où je serai décédé, je veux bien qu'on prenne. Ben, ils ont toujours une bonne raison psychologique quand même. On ne donne pas comme ça pour rien, on donne toujours parce qu'on a, déjà on sait qu'on va donner à un autre, alors par exemple les motivations, parce qu'il y a aussi beaucoup d'obstacles, toutes les peurs, il ne faut pas les oublier, toutes les peurs qu'on a, qu'est-ce qu'on va faire de mon cadavre, c'est aussi, est-ce qu'il va être dépecé, est-ce qu'il va être... donc il y a des tas de fantasmes, et donc je crois que l'information sur toutes ces questions me semble indispensable. Mais qu'est-ce qui motive plutôt dans le bon sens? Eh bien, c'est sauver des vies. Donc, c'est quand même pas pour rien qu'on veut donner, sauver des vies. Que la mort serve à quelque chose, qu'on ne soit pas seulement des vers finalement, ou brûlés, qu'au moins si mon corps peut servir à quelque chose. Donc, il y a toujours la dimension d'utilité. Évidemment, j'aimerais qu'on fasse la même chose pour moi, c'est-à-dire que je pense qu'on ne donne et on reçoit que si on le sent concerné aussi par la question. C'est-à-dire que finalement, peut-être que l'ensemble de la société, et là, je pense que dans les écoles et tout ça, j'avais eu une autre enquête comme ça à l'époque, il y a déjà un certain nombre de temps, on avait demandé ça sur un sujet de philo, est-ce que vous donneriez? Finalement, les gens sont toujours prêts à recevoir, mais sont plus difficilement donneurs au départ. C'est-à-dire qu'il y a certainement beaucoup aussi d'enjeux psychiques, à savoir que vous avez dans la vie des gens qui savent finalement, qui donnent beaucoup d'eux-mêmes, et je crois que l'exemple d'Ivani Caillé et Christian Boldelot en est une illustration pour moi tout à fait exemplaire. Il y a des gens qui donnent d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils attendent en retour? Je crois qu'il ne faudrait pas croire qu'on n'attend pas quelque chose, même quand on donne beaucoup. On a aussi une bonne raison déjà personnelle, peut-être altruiste, c'est très bien, mais parce qu'on a envie d'être utile à la société, donc c'est jamais gratuit au sens psychologique. J'entends bien marchand, on est bien d'accord que la gratuité est là tout à fait indispensable. Sinon, ça n'a plus de sens. Le don n'a plus de sens si c'est payé, s'il faut mettre de l'argent. Alors en revanche, il ne faut pas oublier que du côté du receveur, il y a une dette aussi. C'est-à-dire que le don, il y a beaucoup de gens qui donnent, mais aussi parfois, et c'est là où il ne faut pas être dans le sacrifice, parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent, mais qui n'aiment pas recevoir. Je pense à certains bénévoles, puisque vous les avez cités, il y a certains bénévoles, finalement, quand ils se retrouvent dans des situations d'avoir à recevoir quelque chose de l'autre, ne vont pas le supporter, ne vont pas avoir beaucoup plus de difficultés. Je l'ai pu le voir dans ma pratique de greffer. Les seuls qui avaient des difficultés finalement à accepter l'organe de quelqu'un d'autre, c'est souvent des gens qui donnaient beaucoup d'eux-mêmes, notamment dans des actes charitables, etc. C'est-à-dire qu'au fond, il ne faut pas oublier que donner, c'est aussi garder une maîtrise sur l'autre. Et que recevoir, c'est pouvoir accepter que l'autre, vous en dépendiez, vous en soyez redevable. Et donc ça, c'est tout un processus psychologique, et vous imaginez qu'on a toutes les personnalités potentielles. Certaines sont capables de recevoir parce qu'elles savent déjà qu'elles doivent des choses à quelqu'un, à leurs parents, à leur entourage. Donc on est tous dépendants et dans la réciprocité avec les autres. Donc je crois que cette notion, elle est très importante, et je vous dis, ceux qui sont le plus en difficulté avec ça, pour recevoir, c'est ceux qui ont peut-être justement été c'est un juste milieu, vous savez, c'est toujours le juste milieu entre eux, il ne faut pas être dans le sacrifice finalement, et là je crois que, je ne sais plus ce qu'il disait Monsieur Battei, mais ça m'a en tout cas parlé au sens que je crois que pour donner, il faut quand même avoir plaisir à être avec soi-même, c'est-à-dire qu'on peut donner une partie de soi-même dans la mesure où on sait prendre du plaisir pour soi. Et si on est dans le sacrifice total, à mon avis, c'est là aussi une erreur, c'est-à-dire que je crois que le don, donc il y a le don. Je crois que c'est aussi important de se dire, là, nous tous, si on tombait malade, on serait bien content
de savoir qu'on va pouvoir nous guérir ou qu'on va pouvoir nous greffer. Je crois qu'il ne faut pas toujours penser par rapport à soi, mais penser aussi à ce que l'on aimerait que l'on vous fasse. Ça, je crois que c'est une notion qui me semble importante. J'ai envie de dire aussi que la demande de dons, on est dans une société, je pense quand même, qui individualise beaucoup les choses. Ce n'est pas forcément les individus qui sont responsables, mais c'est aussi un certain nombre de pouvoirs publics, de politiques, de plein de choses qui font qu'on est quand même dans une société où on rend l'individu responsable de tout. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une question. Donc, quand on donne, on se dit, est-ce que... Là, on lui demande peut-être beaucoup. Et peut-être que les diminutions de dons, elles viennent aussi de ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté actuellement et que leur prendre toujours un peu plus, leur demander toujours d'être généreux dans n'importe... Peut-être parce que la société ne répond pas à certains problèmes et elle demande aux gens d'être donneurs puisque elle-même ne sait pas répondre à certains, et je pense à tout ce qui est plus large dans l'aide aux gens en général, puisque souvent les associations elles existent, mais c'est important qu'elles existent aussi, et je pense que là pour le rein par exemple, vraiment il y a eu un travail considérable qui a été fait et qui va permettre de faire avancer les choses sur cette maladie. Ça avait été fait dans le cancer, c'est venu aussi des patients qui ont demandé à ce que les choses changent, et c'est souvent par les patients, par ceux qui sont concernés, que les choses avancent. Mais en tout cas, du point de vue psychologique, tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas faire fi des points de vue de ce qui est ressenti par les gens. Dans les freins aux dons, qu'est-ce qui va expliquer? Est-ce qu'on explique suffisamment? Et dans les freins aux dons, alors donneurs vivants, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas n'importe qui donne une partie de soi-même, et là je parle des donneurs vivants. Pour les avoir observés depuis 6 ans, je revois une fois par semaine un donneur, un receveur, voire plus parfois. Et là, on sent qu'il y a vraiment une dimension altruiste chez ces sujets. Contrairement à ce que dit Christian Baudelot, ce n'est pas normal de donner une partie de soi-même. Il y a des gens qui sont plus aptes que d'autres et je n'ai pas toutes les réponses. Et voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on a cette dimension altruiste? Sûrement parce qu'on a été élevé, c'est une question d'éducation, de bien-être aussi. Je crois qu'on peut vraiment donner que si on se sent bien dans sa tête. Ou alors c'est une autre dimension qui se passe. Bon voilà, je m'arrête là-dessus. Voilà, j'avais dit que... J'avais promis que nous allions ouvrir plusieurs portes, ça s'est avéré plus que vrai. Et bon, on voit bien dans quelle complexité nous nous trouvons, parce que comme vient de le dire Madame Pucheux, le ressenti, ça ne se règle ni par décret, ni par loi. Et voilà, alors... Monsieur Boila, vous allez avoir la tâche difficile, je ne sais pas ce que vous allez choisir. Quel sens peut-on donner à cette médecine de la transgression dont parlait Monsieur Baudelot? Bon, je ne vous influence pas, parlez de ce que vous voulez. Merci Madame. J'aimerais tout d'abord dire l'honneur et le plaisir qui sont les miens d'avoir été convié à ce débat très intéressant. En qualité de grands témoins. J'ai évidemment, comme vous, écouté avec un vif intérêt les différents panélistes et surtout ceux qui ont donné un témoignage très personnel. Donc vous comprendrez bien que face à la richesse des interventions, Madame, je n'ai ni l'ambition et encore moins la prétention de vouloir poser des questions ou faire des observations exhaustives. Il me semble qu'il y a une chose claire pour tous les intervenants. Le don d'organes, pardonnez-moi monsieur, j'utilise le don, je comprends très bien votre approche, mais pour faciliter le débat, je garderai la terminologie. Le don d'organes est aujourd'hui une nécessité si nous voulons améliorer la qualité de la vie, vous l'avez relevé madame, voire sauver des vies, puisque très souvent un don d'organes permet de sauver la vie. C'est un acte d'amour, un acte de solidarité. Là non plus, je n'entre pas dans le détail parce qu'on a entendu qu'il y a des approches quelque peu nuancées en ce qui concerne cette affirmation. Mais on a entendu également qu'il faut entourer ce don d'organes d'un certain nombre de garanties afin de protéger, je dirais, la dignité humaine et surtout d'éviter les dérives. Il y a une première question que j'aimerais poser aux panélistes qui a été indirectement abordée mais qui, me semble-t-il, n'a pas été
pris de face, si je puis dire. Est-ce que nous sommes d'accord que la transplantation d'organes, le don d'organes, ne peut avoir qu'une seule finalité, qui est la finalité thérapeutique? Ou alors, est-ce qu'on peut imaginer un don d'organes, une transplantation à d'autres finalités? Imaginez transplanter un cœur chez un sportif d'élite, cœur que l'on prendrait chez une personne qui a vécu pendant des années à très haute altitude. On connaît les effets bénéfiques sur le cœur de ce genre d'entraînement. Est-ce qu'on pourrait admettre cela? Ou au contraire dire non, c'est impossible, c'est contraire à la dignité humaine, seule la finalité thérapeutique se justifie dans le don d'organes. Deuxième point qui me paraît évident, le don d'organes est un acte gratuit, un acte désintéressé. Je crois que monsieur l'a mis de façon parfaite en évidence. D'ailleurs, cette gratuité est proclamée sans ambiguïté aucune dans le protocole additionnel à la Convention d'Oviedo que vous évoquiez vous-même, Madame, dans vos remarques liminaires. Il y a une interdiction absolue de profit. On ne peut pas mercantiliser le corps humain, à l'exception de l'indemnisation, de la perte de revenus ou de toute dépense justifiable occasionnée par le don d'organes, les frais exposés, etc. Mais c'est tout à fait autre chose. Mais la question se pose. Vous n'avez pas donné les chiffres, Madame, mais on sait très bien qu'aux États-Unis, un don d'ovocytes se négocie entre 5 000 et plus de 50 000 $. Est-ce qu'on peut justifier cette pratique? Est-ce qu'en Europe, nous serions prêts à cette mercantilisation du corps humain? Il est vrai qu'on a déjà, quelqu'un tout à l'heure a parlé du don de gamètes. Nous avons contrôlé, j'ai vu que dans certains pays, le don de sperme se négocie entre 25 et 40 €. Est-ce qu'on peut parler de mercantilisation? Je parlerai plutôt d'une indemnité pour le déplacement, si je puis dire. Gratuité, à mes yeux, c'est clair. Deuxième problème fondamental, le consentement. Consentement chez un donneur vivant et la question du prélèvement chez une personne décédée. Alors le consentement, je crois que les intervenants l'ont dit de façon très claire, ça doit être un consentement libre, un consentement éclairé. On doit bien expliquer à la personne qui donne son organe quels sont les consentements, et un consentement spécifique, ce n'est pas un consentement général. Une question que je pose, en revanche, est-ce que le don d'organes entre vivants doit être réservé aux proches, à des personnes mariées, vivant ensemble, à la famille proche, ou au contraire, est-ce qu'on peut, comme cela se fait dans certains pays, étendre le don d'organes erga omnes, si je puis dire. Maintenant, le donneur décédé. On a parlé du opting in et du opting out. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, moi j'ai depuis le 30 mars 1998, ça fait déjà quelques années, une carte de Suisse Transplant, parce que je suis suisse et je vivais à l'époque en Suisse, avec trois cases. La première case autorise à mon décès à prélever tous les organes de mon corps. C'est là où j'ai mis la croix, je vous le dis tout de suite, pour éviter tout suspense dans le résultat des courses. Il y a un deuxième encadré qui dit « Vous pouvez prendre tous mes organes à l'exception de tel organe ». Il y a peut-être des aspects psychologiques, quelqu'un ne voudrait pas que l'on prélève le cœur. Et troisième case qui dit « Je n'autorise le prélèvement d'aucun organe ». Alors c'est très simple, je l'ai toujours sur moi, cette carte, dans mon portefeuille. Et je vous invite, je suis sûr qu'en France, il y a le même procédé. Ça peut être inscrit dans le permis de conduire, ça peut être inscrit dans un registre, mais ça facilite énormément les choses au moment où la question se pose.
je vais faire une introspection pour voir quelles ont été mes motivations. Je n'avais pas pensé à tous les arguments que vous avez mis en évidence tout à l'heure, madame, mais qui sont extrêmement intéressants. Alors, quand on parle du consentement, je crois qu'il faut aussi qu'on parle de la protection des personnes les plus vulnérables dans le consentement. Je pense aux mineurs, par exemple. Est-ce que les mineurs peuvent consentir comme des adultes? Si oui, à partir de quel âge? A-t-on besoin du consentement des parents? Et est-ce que cela suffit-il ou est-ce qu'il faudrait encore le consentement d'une autorité indépendante pour être sûr qu'il n'y a pas de pression sur le mineur? Même question pour des personnes incapables de discernement, des majeurs incapables de discernement. Donc là, je crois qu'il y a des questions intéressantes qui se posent. Et ensuite, un dernier problème que j'aimerais évoquer, parce que je vais laisser le plus de temps possible au public pour poser des questions, accès équitable aux banques d'organes. Est-ce qu'il y a des moyens de garantir cet accès équitable ou est-ce qu'il y a des passe-droits, des gens qui auraient plus droit que d'autres à avoir un rein ou un cœur? Comment peut-on faire pour garantir un maximum de transparence et par là même peut-être éviter le trafic d'organes? Je ne vais pas m'embarquer sur ce sujet parce que c'est le sujet qui sera traité tout à l'heure à 18h et qui est un sujet passionnant. Faut-il mettre des priorités? Est-ce qu'on doit donner d'abord la priorité aux jeunes adultes, aux enfants? Ou au contraire, doit-on mettre en queue de liste les personnes les plus âgées? Je me fais un peu provocateur, mais c'est des questions qui se posent. Voilà, madame, j'aurais encore 100 questions à poser, mais je m'arrête là. Oui, et je vous remercie de votre attention. Sans doute, vous n'êtes pas le seul. Bon, monsieur Boila. Voilà, nous répondrons aux questions de monsieur Boila, mais effectivement, ce serait bien, je pense, de donner la parole à la salle. On va essayer peut-être de regrouper quelques questions et comme ça, nos panélistes peuvent s'organiser pour voir qui répond à qui. Voilà, on va pouvoir vous donner la parole. Et puis, je voudrais juste préciser, donc je vous ai vu, monsieur, on va vous passer la parole. Je voudrais juste préciser qu'il y a parmi nous énormément de lycéens et que tous ces lycéens ont travaillé avec nous sur le forum de bioéthique depuis 8 mois. Entre autres travaux, ils ont désigné des ambassadeurs. Donc, j'aimerais bien que les 2 ambassadeurs de Jeanne d'Arc se préparent, donc de Mulhouse, se préparent à venir poser leurs questions. Et donc, vous, monsieur, vous êtes au fond. Je vais vous passer le micro, j'arrive. Hein. Qui a levé la main, ici? Ah, c'était vous, pardon. Bonjour. Donc, j'ai étudié en pharmacie, en neurosciences. J'avais en fait une question surtout par rapport à ce qu'a dit M. Mattei au début d'intervention, par rapport justement aux dons, à la nature de l'absence de rétribution pour les dons, et au fait qu'à l'heure actuelle, même sans rémunérer ce don, qu'il y ait besoin d'incitations de plus en plus fortes pour obtenir ces dons-là. Puisque en ayant été dans une association étudiante, j'ai aussi vécu ça quand on a essayé de trouver des sous pour le Téléthon, ce genre de choses. On voit qu'il y a de plus en plus besoin d'inciter les gens avec des petites peluches, ce genre de choses. Et la question, c'était, est-ce que vous êtes finalement obligé de tomber dans ce jeu-là pour avoir des dons? Donc, est-ce que vous n'avez pas peur, au final, d'inciter le phénomène, même si ce n'est pas le choix, et que ce soit finalement une course en avant qui s'amplifie avec des incitations de plus en plus fortes qui iraient au final à des telles récompenses qu'on ne serait plus du tout dans le don. Voilà, merci. Finalement, c'est un petit peu le recours aux méthodes de marketing pour favoriser le don. Plusieurs questions pour qu'un maximum de personnes puissent intervenir. Alors, je vais donc commencer par les jeunes lycéens. Je ne sais pas pourquoi vous vous cachez là. Dites-moi alors, présentez-vous, dites-moi juste vos questions. Alors, bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis du lycée Jeanne d'Arc de Mulhouse. On voulait réagir par rapport aux cartes de donneurs suisses et françaises. Et on voulait savoir si la carte française permettait aussi de choisir, entre guillemets, les organes qu'on ne voulait pas donner. Comme par exemple le visage ou le cœur qui peuvent être signes d'une certaine identité. Vous m'aideriez si vous veniez un peu plus là, parce que je fais... Voilà. Et donc, vous êtes ?
Moi, je suis Messire Adrien, je viens aussi du lycée Jeanne d'Arc. Et j'ai 2 questions. Donc la première est-ce que la méconnaissance du receveur et du donneur peut-il dissuader certains donneurs potentiels ou rendre quelqu'un réticent à l'aide de recevoir une greffe? Merci beaucoup. Bah, écoutez, je vous invite à rejoindre votre place et on va vous répondre. On n'a pas compris la dernière question. Alors, on recommence là. Alors, est-ce que la méconnaissance du receveur et du donneur peut-il dissuader certains donneurs potentiels ou rendre quelqu'un réticent à l'idée de recevoir une greffe? En fait. C'est le problème de l'anonymat. Oui, d'accord. Ok. Voilà, merci. D'autres personnes? Une autre personne, oui. Sylvie. Oui. Moi, j'ai une question sur la question du désintéressement. Et je me demande s'il ne faudrait pas être beaucoup plus pragmatique qu'on ne l'est et laisser tomber ces questions de moralisation, etc., pour vraiment juste inciter les gens à donner. Voilà. Vous voulez répondre déjà, peut-être? Oui, je pense Oui. que là, il y a quand même déjà Très bien, merci. pas mal de questions. Je veux bien. Oui, Madame Schenfield. Alors, je veux bien peut-être répondre à la dernière question qui, je pense, voulait dire que de payer, c'est en fait une théorie très utilitariste. De payer ou de compenser de manière plus importante amènerait beaucoup plus de donneurs. C'était bien l'essence de votre question. Hein? Peut-être que les bons principes Voilà. ne sont pas pragmatiques. Alors, je vais vous répondre, comme l'a dit Titmus, qui est celui qui a écrit un livre très célèbre dans les années 50, au début des dons de sang, le pour et le contre. Le contre était que si on payait qui que ce soit pour donner leur sang, leurs gamètes, à l'époque, il a écrit sur le don du sang, ça pouvait inciter les gens à donner de fausses informations sur leur santé. C'était en fait, en pratique, l'objection la plus importante. Et cette objection, de manière très intéressante, s'est trouvée vérifiée par l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure, celui des États-Unis d'Amérique, où au début, le don de sang était payé. Et ils avaient beaucoup d'addicts aux drogues, à toutes sortes de choses qui prétendaient être en très bonne santé pour pouvoir être rémunérés et qui rendaient le système beaucoup plus cher pour la société puisqu'il fallait les recenser, prendre tous les détails, faire tous les tests et en fait on s'apercevait qu'on ne pouvait pas les prendre. Si tant et si bien qu'un des rares dons qui n'est en général pas rémunéré aux États-Unis d'Amérique est celui du sang. Pas à 100%, mais certainement dans les 3/4 de nos jours. Donc, en fait, il y a une raison très pragmatique, sans parler de la moralisation à laquelle vous voulez faire allusion, qui est que quand les gens sont payés, il y a en fait beaucoup plus de donneurs qui ne remplissent pas du tout les critères de sûreté et de santé qui sont ceux qui, bien sûr, peuvent aider d'autres gens à vivre ou à survivre. Oui, un petit mot tout très court sur cette question. En plus de l'argument développé par Madame, il y a ce que j'appelais tout à l'heure le risque de dérive. C'est que vous allez faire une pression énorme sur les personnes les plus vulnérables. C'est les gens qui ont besoin d'argent, par exemple, qui seront d'accord de vendre un rein parce qu'ils vont toucher de l'argent. Est-ce que c'est un consentement libre à ce moment-là ? Donc, il y a un risque de dérive énorme si on mercantilise le corps humain. Voilà. Alors, Madame Pucheux va répondre, je crois, à la question de l'anonymat. Est-ce que c'est un frein au don d'organes? Et Monsieur Mattei parlera de la carte du donneur. Alors non, il y a déjà la première question de les lycéennes qui est est-ce qu'on peut dire qu'on ne veut pas que certains organes soient pris? Et oui, tout à fait, on peut mettre un frein sur certains organes et heureusement qu'il reste encore quand même ce libre choix. Ça fait partie. Et par ailleurs, est-ce que c'est plus facile de recevoir éventuellement un organe d'une personne qu'on connaît bien ou plutôt d'une personne qu'on ne connaît pas? J'ai envie de dire, c'est globalement, le problème, c'est est-ce qu'il y a un véritable choix dans tout ça? Si vous voulez, quand vous êtes un dialysé de longue date, que vous n'avez aucun proche autour de vous qui peut vous donner un rein, ou en tout cas personne ne se propose, et qu'il y a la possibilité d'avoir une greffe, même si vous êtes un petit peu réticent au départ à se dire « j'aurais préféré que ce soit quelqu'un qui soit proche »,
Je pense que là, il y a la survie, l'envie de vivre et de retrouver une qualité de vie qui va dominer le fait que c'est anonyme. En revanche, ça peut être plus compliqué de recevoir l'organe de quelqu'un qu'on connaît, dans le sens où cette fameuse dette dont je parlais peut être plus compliquée. C'est-à-dire, s'il arrive quelque chose à mon donneur, que je connais bien, que je côtoie régulièrement, comment je vais vivre tout ça, hein. Donc il y a du pour et du contre dans chaque, je dirais, situation, mais l'anonymat n'est pas forcément, c'est un enjeu qui est vite réglé, si je puis dire, quand la personne a vraiment besoin et pour aller mieux, pour se retrouver une qualité de vie, voire la survie. Hein, pour les greffes d'organes vitales, il n'y a pas le choix, de toute façon, c'est forcément anonyme, mais je crois que c'est ça le moteur le plus puissant. Oui, allez-y. Je voudrais juste dire un mot sur la question de l'anonymat des gamètes, qui est quand même relativement différent de l'anonymat du don d'organes. Aujourd'hui en France, vous êtes né d'un don de gamètes, c'est-à-dire soit d'un don de sperme, soit d'un don d'ovule. Vous n'avez pas accès à l'identité de la personne qui a fait le don. Et il y a aujourd'hui une certaine mouvance dans la société française, qui ne sert à rien de nier, qui est que les enfants nés du don arrivent à 25-30 ans aujourd'hui et commencent à réclamer ce qu'on appelle leurs origines. Ils aimeraient savoir qui a donné. Et nous avons aujourd'hui une dichotomie en France entre la partie juridique et la partie sociologique. Oui, psychologique aussi. La question psychologique, je la laisse peut-être à ma voisine, savoir d'où on vient. Donc ça, c'est un vaste sujet. En revanche, sur la partie sociologique et juridique, un certain nombre d'enquêtes montrent que les enfants nés d'un don ne cherchent pas un nouveau parent. Ils cherchent à savoir d'où ils viennent, mais ils ne cherchent pas un nouveau parent. Et juridiquement, le don de gamètes est extrêmement encadré. L'enfant qui est né d'un don de gamètes est l'enfant de la mère qui l'a porté et de son conjoint, que ce soit son mari ou la personne avec qui elle vit sérieusement depuis un certain nombre d'années. Donc, la partie juridique est extrêmement encadrée et un certain nombre donc, de ces enfants nés du don réclament non pas un nouveau parent, non pas à changer le droit français de la filiation, mais simplement à savoir d'où ils viennent. Je ne sais pas si psychologiquement c'est important dans leur construction. En tant que juriste, je pense simplement que la demande est sociologique et qu'elle ne met en tout cas pour l'instant pas en péril le droit français de la filiation. Si je peux peut-être apporter l'angle d'outre-Manche sur ce sujet, parce qu'en 2005, la société britannique, de par le Parlement, a décidé de changer de l'équivalent du système français, où le don de gamètes était anonyme, quoiqu'il ne fût pas interdit de donner directement, par exemple, entre deux sœurs, des ovocytes, ce qui marche très très bien et semble une solidarité familiale extrêmement positive. Mais depuis 2005, tous ceux qui donnent ovocytes, spermatozoïdes ou embryons doivent, après avoir vu bien sûr le ou la psychologue, après avoir donné leur consentement tout à fait informé, s'engager à l'âge de la majorité de la personne, qui ne sera plus un enfant puisqu'il sera ou elle sera majeure, à laisser leur nom. Et la HFEA, qui est notre agence de biomédecine, leur dit, et s'il vous plaît, si vous déménagez, vous nous dites bien où est-ce que vous avez déménagé. Donc on essaye vraiment de maintenir ce système. Et il n'est pas interdit à ceux, depuis 2005, qui veulent donner leur nom plus tôt, de le faire aussi sur le registre de la HFEA. Donc nous sommes en période de transition. Les arguments ont été tout aussi pour et contre, tout aussi puissants, et de telle sorte que, par exemple, dans notre comité d'éthique de la Société européenne de reproduction, on a dit qu'on pourrait peut-être avoir deux guichets. Voilà. Ce que les Hollandais ont fait pendant quelques années, mais ont aussi abandonné parce qu'ils se disaient que ça ferait, et ça c'est inévitable, une inégalité, bien sûr, de fait chez la personne issue d'un don, celle qui pourrait retrouver des informations sur le donneur ou la donneuse et celle qui ne le pourrait pas. Mais je crois que
nous avons beaucoup d'études et que dans la plupart du cas, le don de gamètes marche extrêmement bien. Et que c'est, comme vous l'avez très bien dit, le droit est extrêmement clair. Aucune responsabilité parentale de la part du donneur ou de la donneuse. Et ça ne changera jamais, c'est évident. Sinon, on n'aurait certainement plus de donneurs. Ça, c'est aussi évident. Je pense que, donc, en Grande-Bretagne, nous ne saurons pas avant 2023 comment ça marche en pratique. Donc, il va falloir attendre un tout petit peu. Oui. Mais dans la plupart du cas, ça marche très bien. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les enfants du don, paraît-il, aiment contacter les enfants du don du même donneur ou de la même donneuse. Oui, par curiosité, pas parce qu'ils considèrent que c'est de leur famille. Non, attends. Monsieur Mattei va répondre. Ah oui, monsieur Mattei, d'accord. Ok. Après, j'ai encore une demande de parole ici. Je ne veux pas couper la parole. Non, mais on donnera la parole après. Bien, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions qui se sont accumulées et qu'on ne peut pas laisser sans réponse. D'abord, notre personne habilitée à sortir quelques questions de notre débat, à ce moment-là, la transplantation, est-ce que c'est une seule finalité thérapeutique? De mon point de vue, naturellement. Je ne vois pas comment on pourrait envisager autre chose. Le reste n'a pas de sens. Deuxièmement, sur la gratuité, naturellement aussi, de mon point de vue, j'avoue que je suis un peu choqué, mais prenez-le en bonne part, lorsque vous utilisez l'expression américaine du don de sang rétribué, ou du don d'ovocytes rétribué, c'est plus un don. C'est plus un don. Et donc, le mariage de ces deux mots, don et rétribué ou rémunéré, ça ne marche pas. Alors, vous avez posé une question sur la pub. La journée, est-ce qu'il faut faire de la pub? Pas de pub. Alors, je peux vous dire qu'en 1994, lorsque nous avons discuté des premières lois de bioéthique, nous étions dans une période où les médias s'étaient mis à faire de la pub au sujet d'une ou d'un malade. La petite Vanessa a une mucoviscidose, elle a besoin d'une greffe d'œufs, et on vous présentait ça au journal de 20 heures. Nous n'avons pas voulu autoriser la publicité personnalisée, d'où l'idée d'une journée, d'une campagne nationale, mais certainement pas individualisée. Sur la carte de donneur, je suis très admiratif. Vous avez réussi ou je n'ai pas réussi. Car en France, peut-être parce que nous sommes la patrie des droits de l'homme, lorsque, en 1994, j'ai proposé que ça soit sur la carte de sécurité sociale, on n'avait pas encore la carte vitale, ou sur la carte d'identité, ou sur le permis de conduire, etc., je me suis heurté à un refus absolu de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, en disant, dès lors que vous affichez sur une pièce publique, consultable, à un guichet, etc., que vous êtes donneur ou pas, vous créez une discrimination du comportement des gens à votre égard. C'est-à-dire que dans un guichet de poste ou de banque, vous avez affaire à quelqu'un qui est confronté à ce problème personnel, vous n'êtes pas donneur, il n'a pas envie de vous rendre service. Et que donc, c'était l'argumentation de la CNCDH. C'est la raison pour laquelle j'ai imaginé un fichier informatisé. Et je voulais un fichier informatisé des accords, comme vous. Et il m'a été démontré, et donc j'ai dû me rabattre sur le fichier des refus, que les refus étaient plus souvent motivés chez les gens, et que donc ils seraient plus motivés pour aller s'inscrire sur un fichier, alors que finalement, le fichier des accords, les gens n'ont qu'à porter un papier sur eux, ils n'ont pas besoin d'aller se frotter à l'informatique. Et que personne n'envisage avec sérénité sa propre mort, et que donc on m'a orienté sur le fichier des refus. Je ne suis pas sûr que ça soit ce qui marche le mieux. Et puis enfin, pour terminer d'un trait sur l'identité et don de gamètes, je pense deux choses. Je ne suis pas du tout fermé, mais je pense deux choses. La première, c'est que on installe sur un piédestal le critère biologique. Je trouve qu'on donne une importance aux critères biologiques
que paradoxalement on essaie de gommer par ailleurs. Je trouve extrêmement intéressant ce paradoxe dans notre société où d'un côté on va plutôt vers le psychologique, vers l'affectif, et puis quand même de l'autre côté on va se raccrocher à ce qui est biologique. Je ne suis pas convaincu de cela, de ce bien fondé, et pourtant je considère que le débat est un peu prématuré car on commence à voir surgir la recherche de filiation, y compris pour les enfants prétendument légitimes, puisqu'on sait qu'un certain nombre d'enfants non négligeables ne sont pas du père présumé, et qu'avec Internet et les moyens modernes, désormais, on ouvre la porte à la vérification presque sans le dire. On a un bulbe pileux pris sur une brosse à cheveux ou un peigne ou un oreiller et on envoie ça avec le petit chèque dans un sachet plastique et on reçoit le fait « vous n'êtes pas le fils de votre père ». Alors là, le débat est ouvert parce que les juristes sont très attachés à ce que l'on ne favorise pas des conduites qui pourraient porter atteinte à l'ordre public. Et que là, c'est vrai que si on se mettait à dire à tous les enfants qui ne sont pas du père présumé, qui ne sont pas les enfants de ce père, et donc vous voyez que le débat est confus. D'un côté, ceux qui relèvent d'un don de gamètes voudraient absolument savoir, et puis ceux qui ne relèvent pas d'un don de gamètes et qui voudraient peut-être aussi savoir, le dire non, non, ordre public. Donc il y a une contradiction du débat. Ouais. Très bien. C'est à vous, monsieur. Et ensuite à vous. Et ensuite là. Ah non, il y a encore des demandes là-bas. Bonjour, Philippe. En fait, je suis stagiaire dans un EHPAD et je suis en train de préparer le concours pour les soins infirmiers. En fait, j'ai une observation qui reprend un peu en fait, l'intitulé « Don et consentement, chacun son entendement ». J'ai fait quelques recherches, je suis assez curieux. Je suis tombé sur des informations au niveau de l'agence de l'agence biomédicale de biomédecine. Au niveau des statistiques, 70% des Français se disent plutôt favorables au don d'organes, 90% pardon, et lors justement de la perte d'un proche, dans les faits, 70% des personnes se disent favorables dans ce cas-là. Donc finalement, le contexte fait que l'entendement et le consentement peuvent un peu varier. Concernant les cartes, en France, effectivement, on n'a pas de carte, mais en fait, il y a quand même un peu d'activisme qui se met en place. Justement, on peut retrouver... j'ai fait des petites recherches, donc j'ai trouvé une carte de donneur d'organes et de tissus qui émane de l'agence de biomédecine. Le problème, c'est que ça ne fait pas office de carte, ce n'est pas une preuve en soi, mais si on le communique à ses proches, et on peut aussi mettre d'autres observations comme je donne des organes ou je ne donne pas certains organes, ou la dot. Donc c'est aussi une association qui permet aussi de faire en sorte qu'on communique son consentement. Voilà, et je vais en arriver à ma question. Donc finalement j'ai fait beaucoup de recherches et je vois que les autorités sont assez actives sur ce domaine-là, mais malheureusement j'ai pas réussi à trouver plus d'informations sur le plan greffe 2012-2017 qui se met en place. Est-ce que vous pouvez peut-être plus m'informer sur ce qui est prévu ? Alors en fait, nous avons la chance d'avoir parmi nous la directrice générale de l'agence de biomédecine. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais comme il y a beaucoup de demandes de parole, j'aimerais bien qu'on puisse aussi les laisser s'exprimer. Tu avais une prise de parole ici, Israël. Je vais prendre la deuxième question. Question là, c'était vous, monsieur. Pas qu'on reste uniquement à la tribune. Hein. Oui, je voudrais reprendre la question du grand témoin à laquelle il n'a pas été répondu. Donc, face à un nombre insuffisant de donneurs et face à un nombre important de receveurs potentiels, comment gère-t-on les priorités ? On va répondre à Madame Caillé. Vous voulez répondre d'abord à la première question ? Oui. Alors effectivement, il y a différentes enquêtes qui sont faites régulièrement auprès des Français et très souvent l'opinion affichée est extrêmement favorable au don d'organes. 90% des Français se disent favorables. C'est du déclaratif. Il faut bien se rendre compte que quand la situation se présente, les choses sont un peu différentes et elles sont notamment différentes parce qu'on est dans un contexte de consentement présumé. Donc on l'a dit, tous, on est considérés comme des donneurs potentiels, sauf si on s'y oppose de notre vivant.
Et en pratique, quand on est mort à l'hôpital et dans une situation qui peut permettre un don d'organes, nos proches sont interrogés. La question qui leur est posée, c'est est-ce que de son vivant, il ou elle vous avez dit qu'il était contre? C'est ça que dit la loi. Alors, on est dans une société humaine, ce qui fait que dans un certain nombre de cas, la famille n'avait pas d'idée de ce que voulait le défunt. Et effectivement, c'est l'avis de la famille qui va compter. Néanmoins, il faut savoir qu'on est dans ce contexte qu'avait voulu Caillavet, qui a évolué depuis avec la mise en place du registre des refus. Et professeur Mattei, moi je pense que c'est la meilleure des solutions, puisque quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays qui ont d'autres modes de consentement, le consentement explicite, de manière générale, permet un nombre de dons qui est sensiblement inférieur à ce qu'on obtient en consentement présumé. Et le pays qui est leader mondial du don après la mort, qui est l'Espagne, est sur un mode de consentement qui est identique au nôtre et sur un mode de fonctionnement qui est également identique. Donc il y a certainement une marge de progression en France, mais il faut savoir qu'on n'est pas si mauvais que ça en termes de dons après la mort, en ce qui concerne les prélèvements sur les donneurs de mort encéphalique. On est parmi les 3-4 premiers pays d'Europe, derrière l'Espagne bien entendu, mais on s'en sort pas si mal que ça. Une des raisons du retard français en matière de dons d'organes, c'est qu'on s'est probablement insuffisamment tourné vers les autres sources de prélèvement, que sont en premier lieu le don du vivant. Et puisqu'il y a une question qui a été posée sur le plan greffe, je laisserai la parole à Emmanuelle Prada-Bordenave pour qu'elle explique en quoi consiste ce nouveau plan greffe, mais une large part est donnée au développement du don du vivant, et puis également une autre source de prélèvement que sont les donneurs décédés après arrêt cardiaque, puisqu'il y a plusieurs formes de mort qui peuvent conduire à un prélèvement d'organes, et celle-là en est une qui est probablement une piste intéressante. Et qu'est-ce qui explique le fait qu'en Espagne en particulier, on donne plus ? Alors en Espagne, il y a eu une organisation qui a été voulue depuis une quinzaine d'années, extrêmement efficiente, avec une professionnalisation de l'activité de prélèvement dans tous les hôpitaux, et quelque chose d'extrêmement efficient, encore une fois, qui est mis en place, qui fait que le prélèvement fonctionne très bien. Il faut savoir en revanche que quand on regarde le taux de greffe de rein en France et en Espagne, la différence elle est nettement moins importante. Ça veut dire qu'en fait en Espagne on prélève plus qu'on ne greffe, parce qu'on va très très loin dans les critères de prélèvement, et un certain nombre d'organes prélevés n'ont pas une qualité suffisante pour être greffés. Donc on atteint probablement les limites du prélèvement d'organes. Oui, et pour aller dans le même sens, si vous voulez, sur la question de l'Espagne, où ils ont fait des progrès considérables, aujourd'hui en France, on évalue à peu près à un tiers, un peu plus d'un tiers, la part de familles qui refusent, c'est-à-dire qui, alors que la personne décédée, je dirais décédée en mort cérébrale, ce qui est très rare, et qui diminue grâce en particulier à la diminution des accidents de la route, ce qui est une bonne chose. Je veux dire, les familles refusent, ils sont à peu près un tiers à refuser. Ce taux était le même en Espagne il y a à peu près 10 ans, et il est tombé aujourd'hui à 15%. Donc, vous voyez, il y a une marge d'action, et ce qui est très intéressant, comme le disait Ivani, c'est de voir ce qu'ils ont fait. Alors, il y a une meilleure organisation. Enfin, c'est un problème de logistique et d'organisation, je veux dire, des équipes médicales, des équipes de prélèvement en particulier, mais c'est aussi des campagnes. Par exemple, quand vous êtes en Espagne, dans une province, moi j'étais aux Canaries, il y avait le journal local, et j'ai été frappé de voir qu'en dernière page, après les résultats sportifs, ou sur la même page, il y avait cette année, dans je veux dire, la région des Canaries, il y a eu lieu tant de prélèvements, tant de transplantations avec donneurs décédés, tant de transplantations avec donneurs vivants. C'est-à-dire que ça fait partie complètement, je veux dire, de la culture quotidienne, enfin, je veux dire, nationale. Et donc, c'est devenu quelque chose, enfin, je veux dire, d'ordinaire. Il n'y a pas d'obligation, enfin, on n'est pas du tout dans le domaine de l'obligation, mais une information qui fait que la transplantation est quelque chose de courant, et on informe régulièrement sur les réalisations dans ce domaine. Alors, j'ai deux questions, on va vous les poser avant de poursuivre si vous voulez bien. Oui, monsieur. Je voulais juste continuer à répondre à monsieur l'étudiant en soins infirmiers. Voilà, j'avais peur qu'on oublie le jeune C'est homme. pour ça que, dans le sens où il y a des freins à finalement au développement des greffes, c'est bon, on a vu une question d'organisation, mais aussi de formation des personnels. C'est-à-dire que je pense que beaucoup dans les services de réanimation, c'est souvent un turnover de jeunes infirmiers, et qui souvent se sentent très démunis éventuellement par rapport à
comment préparer des familles qui se retrouvent dans une situation épouvantable, de perdre quelqu'un de façon très brutale, et donc comment amener cette famille finalement de partir d'une mort qu'il va falloir, d'un deuil qui va devoir se faire, et en même temps de projeter éventuellement le don comme quelque chose qui va transcender finalement tout ça, qui va transcender la mort, qui va éventuellement être quand même utile et je crois que ça c'est un des problèmes de la France, je ne sais pas comment c'est en Espagne, mais souvent c'est cette formation des personnels, ils mettent trop en avant parfois leur propre ressenti par rapport à prendre l'organe de quelqu'un d'autre, et ça c'est sûrement un manque de formation, et qui soit généralisé un petit peu à tous les professionnels. Donc le fait est que ce qui a été une façon de faire, c'est d'avoir des coordinateurs de greffe, c'est-à-dire des gens qui vont d'un service à l'autre et qui sont vraiment spécialisés dans cet accompagnement finalement d'une famille à essayer de savoir quelle était la volonté du donneur, parce que c'est vrai que ça ne va pas de soi de faire cet accompagnement psychologique, et que le fait d'avoir des coordinateurs ou coordinatrices de greffe, c'est très important aussi. Alors pardon, juste avant de vous redonner la parole à la tribune, j'aimerais quand même qu'on prenne les questions aussi qu'il y a dans la salle, si vous le voulez bien. Et j'en ai 2 ici et une autre là-bas, en attente depuis 20 minutes. On vous écoute, monsieur. Répondre aux questions. Oui, alors une question qui s'adresse peut-être à Yvan Caillé. La loi de 2011, de juillet 2011, a pu se mettre en place également en évoquant le don croisé. Qu'en est-il maintenant, 16 mois après l'apparition de cette loi? Est-ce que les choses vont pouvoir aller un peu plus vite pour des gens qui sont en attente et en espérance, dans le cas par exemple de donneurs-receveurs incompatibles? Bonjour, une question pour le professeur Mattei. Voilà, je partage entièrement votre avis sur le fait que l'on place sur un piédestal les questions biologiques en matière d'anonymat pour la PMA avec donneur. Et je partage entièrement cet avis. Par contre, je m'interroge sur le fait qu'une question centrale n'est pas mise au débat aujourd'hui et qui concerne plus la recherche d'informations génétiques de la part de son donneur et de recherche d'informations génétiques, notamment en vue d'une médecine prédictive qui a tendance à se développer aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Oui, bonjour messieurs et mesdames. Je viens un peu vous parler pour la raison suivante, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, je ne suis pas du tout pour le don d'organes, et même... Voilà. Je suis farouche. C'est de la censure, ça. Décidément. Ouais. Et donc je suis farouchement opposée donc, au don d'organes sans savoir exactement pourquoi. Je pense que vous vous apercevez, donc je suis en recherche, peut-être est-ce que vous pouvez m'aider en ce sens-là. Je ne suis contre, pour moi personnellement, mais aussi pour tous ces pauvres gens qui vont donner qui un œil, qui un rein, à des gens bien nantis. Donc ce qui m'interpelle beaucoup, moi personnellement, ce sont les trafics. Les trafics. Pour l'instant, nous sommes une société. Oui. Pour l'instant, nous sommes une société. Excusez-moi, monsieur m'a interrompu, donc je vais laisser ça de côté. Donc j'ai juste. Voilà, par exemple, je serais capable de donner pour mes enfants. Je bien réfléchi. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de lien avec moi. Je ne comprends pas, et d'ailleurs je ne comprends pas les gens qui sont pour ça. Voilà. Alors il y avait autre chose aussi qui m'interpelle. Vous dites que le consentement doit être volontaire. Pourtant nous sommes présumés savoir. Si vous avez dit tout à l'heure que si vous ne vous opposez pas au don de votre vivant, vous êtes censé être donneur. Votre corps appartient à la société qui en fera ce qu'elle voudra. Alors là, j'ai pensé au droit. Nul n'est censé
ignorer le droit. Combien y a-t-il de personnes qui connaissent le droit? Combien y a-t-il de personnes qui savent que si on est retrouvé mort dans la rue, eh bien, si vous n'avez pas de carte et si vous n'avez pas fait le nécessaire, on peut vous enlever vos organes. Moi, j'ai beaucoup de peau parce que pour l'instant, je suis vivante. Voilà, j'ai dit. Bon, nous répondons. Allez-y, monsieur. Bien, écoutez, je voudrais juste revenir sur un sujet qui a été abordé par Madame Sheffield, mais sur lequel vous n'avez probablement pas suffisamment réalisé. J'entends souvent la question de dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une règle universelle? Pourquoi est-ce que la bioéthique n'est pas prise en charge par l'ONU? Et je voudrais évoquer le souvenir, Laurence Wolf s'en souvient très bien, quand j'ai été le rapporteur du protocole additionnel sur les transplantations d'organes, c'était 97, 98, quelque chose comme ça, nous avons travaillé 2 ans. Eh bien, nous avons eu 5 points de désaccord, dont 2 me laissent complètement désarmé, parce qu'ils sont à nouveau soulevés aujourd'hui. Premièrement, sur la définition de la mort. En gros, la moitié des États reconnaissaient la mort cérébrale. L'autre moitié disait, mais vous ne pouvez pas vous arrêter à la mort cérébrale parce que vous qualifiez cette mort, donc ça n'est pas la mort toute seule. Et donc un désaccord formel, ce qui, vous le voyez, a une conséquence importante sur le prélèvement sur cadavre. Et deuxièmement, sur le consentement présumé. Tout à l'heure, vous avez très bien dit l'innovation de Caillavet. Mais l'innovation de Caillavet en 1976, elle est énorme, car jusqu'alors, le doute est profité, si je puis dire, aux disparus, alors que Caillavet, il donne l'intérêt premier à la collectivité dès lors que le mort n'a pas fait connaître de son vivant son choix. Eh bien, nous avons eu encore pour le Conseil de l'Europe environ la moitié des États qui ont dit OK pour le consentement présumé parce que c'est une mesure de santé publique, de solidarité, etc. Et l'autre moitié en disant pas du tout, vous ne pouvez pas présumer de la volonté d'un mort. Et donc, c'est pour vous dire qu'on est loin du compte sur l'unanimité. Je voudrais répondre à la dame qui est contre le don d'organes. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'être contre le don d'organes. Une journée comme celle-ci, l'intérêt du Forum européen de bioéthique, c'est justement que vous vous posiez des questions et que vous preniez position. On n'est pas là pour vous endoctriner, on est là pour vous informer. Donc c'est à vous de faire le tri dans ce qui se passe à la tribune et dans ce qu'on vous propose comme réflexion et de choisir. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le don d'organes, vous avez le droit, inscrivez-vous sur la liste du refus. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Ici, sur la question de la génétique, j'ai juste... alors, c'est un débat très long et très complexe, et je pourrais en parler très longtemps. Le Conseil européen, enfin, le Conseil de l'Europe a pris un certain nombre de positions pour dire qu'il faut faire attention aux tests génétiques en accès libre sur Internet, etc. Donc, ça peut être très complexe. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas besoin du problème de la génétique pour chercher son géniteur. Quand vous êtes une femme et que vous êtes enceinte, dans le dossier médical, le gynéco-obstétricien va vous demander comment s'est passée votre propre naissance, comment votre mère a accouché de vous, et je suis désolée, si vous n'avez pas la réponse, c'est comme si vous ne connaissiez pas l'information génétique de votre donneur. Voilà, enfin, le sujet est trop vaste, mais... Alors, une toute dernière question, et puis je voudrais juste signaler à toutes les personnes qui sont arrivées que nous allons sortir des chaises, donc si ceux qui peuvent le faire veulent bien s'en occuper. Merci beaucoup. Alors, ma question porte sur le don sanguin. Depuis les années 80, en France, le don du sang des homosexuels est interdit. Aujourd'hui, il y a une offre de la part de certains homosexuels qui veulent donner de leur sang. De l'autre côté, on manque de sang et on en a besoin. C'est pour ça qu'il y a différentes campagnes qui sont menées au niveau national. Donc ma question est très simple. Quand est-ce qu'on va mettre fin à cette discrimination? C'est déjà fait, jeune homme. Je vous réponds, c'est déjà fait. Donc l'article L 1211-6-1 du Code de la santé publique
issu de la loi de bioéthique de juillet 2011, dit « Nul ne peut être exclu du don du sang en dehors de contre-indications médicales ». Bravo. Voilà. Bravo. Bravo. Merci. Bon, je sais que vous avez tous encore envie de poser des questions, y compris moi-même, mais voilà, c'est le privilège du grand témoin. Il a le dernier mot. Oui, alors la dernière question est une question extrêmement complexe qui a été débattue au sein du Conseil de l'Europe également. Il y a effectivement un risque de discrimination, comme vous l'avez mis en évidence, mais je ne vais pas me lancer dans ce débat-là. Maintenant, il reste 2 minutes. En revanche, monsieur, vous avez reposé la question que j'ai posée. Alors, je vais vous donner la réponse que donne le protocole additionnel à la Convention d'Oviedo sur la transplantation d'organes, dont le professeur Mattei vient de parler. Et là, la réponse est extrêmement claire. Les organes sont attribués uniquement à des patients enregistrés sur une liste d'attente officielle selon des règles transparentes, objectives et dûment justifiées sur la base de critères médicaux. C'est justement ce genre de garanties qui permettent d'éviter les dérives. Nous sommes en faveur de la transplantation d'organes. On l'a dit, c'est un don absolument nécessaire pour améliorer la qualité de vie de certaines personnes, de patients, voire sauver leur vie, mais ce don doit s'inscrire dans un certain nombre de règles qui permettent d'éviter les dérives. Merci à tous. Ça passe vite, hein? Très vite. C'est pas aussi clair, hein, c'est très discuté parce qu'ils disent que dans les critères médicaux.